Les riches sont-ils la pire chose qui soit arrivée à notre planète et à notre espèce? Eh bien, écoutez, c'est fort possible, nous en avons moultes exemples chaque jour. Figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, nous sommes tombés sur la vidéo d'une influenceuse qui nous explique qu'elle a une nanny, une domestique, hein, grosso modo, et qui va nous parler un petit peu de dans quelles conditions elle la fait travailler et comment elle la paye. Et d'où vient cette femme? Cette dame, cette influenceuse vit à Dubaï, a vraisemblablement beaucoup d'argent et a décidé d'en donner assez peu aux gens qui travaillent pour elle pour la soulager du travail domestique. Vous vous dites, mais depuis quand la pas du team parle des influenceuses? Eh bien, depuis que les influenceuses parlent de travail. Voilà, c'est exactement ça. Comme pour Magali Berda. Cette capsule va être très intéressante. On va pouvoir parler de beaucoup de choses. On va parler de travail, on va parler de travail domestique. On va marxiser un peu cette influenceuse, peut-être tout lui reprendre. On va voir, on va voir. Et pour parler de tout ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à commenter une influenceuse? Bah moi, là, il y a des choses, vous voyez, quand vous me mettez derrière de la solférinologie, genre Hollande, voilà, je me sens dans un monde, voilà, que je maîtrise. Là, j'ai l'impression d'être parachuté en zone non conventionnelle, comme on dit. Comme je suis curieux de nature, je vais tester, mais c'est vraiment pas mon monde, hein. Mais je suis prêt à apprendre. Ça fait partie des ordonnations du sein graphique. Il faut savoir être curieux de tout. Tout renferme sa prophétie et sa bienveillance. Parfaitement. Donc, pour vous mettre un petit peu le contexte, la jeune femme que nous allons regarder a pour pseudonyme sur Internet Yasouk. Alors, j'ai essayé de regarder un peu rapidement ce qu'elle faisait. En gros, elle fait ce qu'on appelle du lifestyle, donc c'est-à-dire qu'elle se filme et filme sa vie, qu'elle poste sur les réseaux sociaux, où elle montre son train de vie, ses habitudes, sa vie avec ses enfants, ses habitudes de consommation. Et elle est rémunérée notamment en faisant des publicités pour des marques où voilà, elle va se mettre en scène avec des produits. Et je suppose qu'elle est rémunérée à la fois pour faire la pub et puis peut-être qu'elle touche une part des ventes qui sont faites des produits qu'elle promeut. Voilà, voilà. Sur ce, nous allons la regarder car elle a fait une vidéo où elle explique qu'elle a une nanny à la maison. Elle va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est une nanny, d'où vient sa nanny et comment elle la paye. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Et pour vous mettre un peu le contexte, elle vit aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Ah oui, d'accord. Un pays, effectivement. À la pointe en termes des droits humains. C'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir parler de cette fameuse division du travail et de ce que c'est d'avoir les privilèges de pouvoir sous-traiter des tâches domestiques. Alors c'est parti. Pourquoi les Français, quand on leur dit qu'on a une amie, ils sont choqués, ils disent qu'on fait de l'esclavage? Pendant que je me démaquille, ça va être notre... Pourquoi ils sont choqués quand on dit... Alors, je sais pas, la tech, en France, ça peut être de l'esclavage, il y en a beaucoup hein, d'esclavage, les gens se rendent pas compte. Le livre de Sarah Faris sur le fémonationalisme est définitif, on a fait une capsule là-dessus, vous pourrez la voir. Elle montre justement que le fémonationalisme est une forme d'organisation de la production mondiale et donc de pouvoir assurer les tâches domestiques du centre de l'impérialisme avec des populations qu'on fait venir de la périphérie de l'impérialisme, voilà, donc ce qu'ils appellent des nannies, etc. Il y a aussi toutes les sociétés de services, donc qui ne sont pas forcément de l'esclavage. À Dubaï, est-ce que tu vas préciser par contre je suis pas sûr de la tech, tu vois. C'est-à-dire que je pense que le pire endroit du monde pour dire que c'est n'importe quoi de dire esclavage quand on a du personnel de maison, c'est peut-être à Dubaï. Ouais, donc mettons le contexte, hein. Ce qu'elle appelle une nanny, en fait, c'est une femme, hein, parce que c'est des femmes qui occupent ces emplois, dont le travail va être de faire le travail domestique, en gros, hein. Et donc, globalement, les tâches liées aux enfants, mais pas que. Il y a aussi, en général, des tâches de préparation de repas, de faire les courses, de faire le ménage dans la maison, changer les draps, etc., s'occuper du linge. Bref, tout le travail qui, en grande majorité, encore maintenant, incombe aux femmes. Et la différence, ça va être que des femmes plus bourgeoises, et là, je parle de la situation des gens qui sont en France, hein, les femmes plus bourgeoises vont pouvoir en partie déléguer ce travail à des femmes prolétaires. Les femmes plus riches, notamment, même des femmes qui sont salariées, hein, plus riches, vont déléguer ce travail à des femmes qui sont beaucoup plus pauvres. Et c'est des emplois, particulièrement les emplois dévolus au ménage, qui sont particulièrement mal payés, particulièrement déconsidérés, très difficiles pour les corps aussi, hein. C'est-à-dire que faire le ménage toute la journée, ne faire que ça comme tâche, ce sont des tâches très répétitives, etc. Il y a énormément de maladies professionnelles chez les femmes de ménage, les agents de soins, enfin tous ces métiers qui consistent à tenir les endroits propres, ce qui sont des choses absolument nécessaires au fonctionnement du collectif. Et en plus, il y a du contact avec des produits chimiques, toxiques, etc. Donc on sait que c'est des gens qui vont décéder plus tôt. Les tâches liées aux enfants sont aussi massivement des tâches qui sont moins bien rémunérées et massivement des tâches féminines. Tous les métiers tels que ATSEM, éducatrice jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, assistante maternelle. Alors assistante maternelle,
Ça peut dépendre un peu parce qu'il y a des asthmates qui s'en sortent, on va dire, un petit peu mieux financièrement, bien que voilà, vraiment ça se discute et au sein des assistantes maternelles, il y a plein, ce qu'on appelle les nounous, hein, nous, chez nous, dans notre jargon. Il y a plein de situations très différentes. Mais voilà, grosso modo, ce sont ces tâches-là qui sont effectuées par la nanny de Yasouk. Et alors vraiment, je vous le dis, les amis, vous n'êtes pas prêts pour la suite, vous allez avoir envie de crier. Mais c'est intéressant justement quand on montre l'élévation du niveau de vie du centre et de certaines catégories permettent justement de payer pour ces tâches-là. Voilà. Et c'est aussi des métiers qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, sous-payés parce que sous-considérés. Qu'on considère, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin, c'est des trucs que tout le monde sait faire, tu vois, s'occuper des enfants. Ce qui est assez ouf en fait quand tu réfléchis de se dire. Et donc effectivement, on va considérer, bah voilà, c'est vraiment la base de base et quand tu sais rien faire, tu sais au moins faire ça. Encore plus quand c'est des groupes de très jeunes enfants. Enfin, moi, Ouais. moi, j'ai eu 2 enfants qui sont assez rapprochés, donc j'ai vécu ce que c'était de les avoir les 2 en très, très jeune âge, en couche, et cetera. J'ai déjà trouvé que c'était très, très technique. Moi, j'avais les 2 en garde à temps plein à ce moment-là, parce que j'avais voulu avoir du temps après la naissance de mes enfants avant de reprendre le boulot, car je vous rappelle qu'en France, on fait reprendre les meufs 10 semaines après avoir accouché, hein, c'est super. T'as peut-être encore un peu mal à ta cicatrice au périnée, ton gosse fait passer nuit, ton Oh. allaitement commence juste à se lancer, mais vas-y, faut retourner au turbin, let's go. Et là, il va falloir du coup... Faudrait qu'en plus, tu payes- savoir si vous vouliez aller avoir la liberté de travailler ou pas, quoi. À chaque fois, c'est... C'est ça. Et ça, pendant ton congé mat, bien sûr, ton mec, alors maintenant ça a changé, ils ont 1 mois. Mais à l'époque, moi, quand j'ai accouché, ils avaient 11 jours. Ouais, moi Et donc, j'ai eu que 11 jours, moi. J'ai eu que 22 jours sur 2 enfants, alors qu'aujourd'hui, maintenant, voilà, c'est abusé. ça. Et donc, au bout de 11 jours, tu te retrouves seul avec ton bébé toute la journée où il faut que tu assures toutes les tâches ménagères, gérer ton petit, te remettre de ton accouchement et ta grossesse qui se sont pas toujours super, super bien passées. Enfin, tu vois, faut dire un peu les termes aussi. Parfois, c'est fatigant et tout. Avec un bébé qui potentiellement tète toutes les heures la nuit. Enfin, voilà, c'est un petit peu difficile comme situation. Mais au-delà de ça, moi, j'ai un respect absolu et immense pour les femmes notamment qui sont éducatrices jeunes enfants ou auxiliaires de puériculture, qui bossent dans les crèches et qui se gèrent des groupes de 15 bébés. Enfin, vraiment, force à vous. Enfin, moi, et que des gens puissent se dire qu'il n'y a pas besoin de formation pour faire ces métiers-là et que c'est facile, mais vraiment, vous ne vous êtes jamais occupé de un bébé déjà. Enfin, c'est impossible de penser ce genre de truc. Mais voilà, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment les métiers fondamentaux, pour le coup. Mm, mm. Donc pour certaines personnes, être nanny, c'est être esclave. C'est une dinguerie de dire des trucs comme ça. Je sais que c'est pas dans notre Ah. culture, que ça peut choquer, mais ici, c'est tout à Alors moi, j'adore le truc. Tu sais, l'image est folle. En mode, il y a vraiment un côté néo-aristocratie. Tu sais, elle est en train de se mettre sûrement une crème qui coûte très cher. Je sais que j'ai en face une experte en crème qui coûte très cher. Il n'y a pas besoin de payer très très cher pour des bonnes crèmes, la réalité. Voilà, c'est ça. Et derrière, tu sais, avec des sacs à main qui doivent coûter très cher aussi. Et là, elle parle du travail, du respect du travail, il faut avoir se considérer, etc. Mais en fait, tu viens toi-même de dire que ce travail, tu préfères le faire par quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, je suis désolé, mais les trucs que je considère comme bien à faire, nécessaires, enrichissants, je les fais pas faire à d'autres en général. C'est toujours les trucs chiants que je fais faire à d'autres, tu vois. Et là, elle dit, ouais, mais non, c'est vachement bien, c'est pas de l'esclavage et tout. Devant un amoncellement, je pense, de choses qui coûtent cher et sur un truc où, en fait, elle fait rien, elle parle à une caméra et elle se met de la crème. Mais moi, j'ai envie de dire, mais d'où ce temps-là? T'es pas avec, avec les enfants, quoi. Tu vois, c'est au-delà même du discours, la mise en scène est incroyable. Alors, sur le prix des sacs à main, moi, j'ai envie de vous faire attendre un petit peu parce que j'ai envie que vous attendiez qu'elle vous donne le salaire qu'elle verse à oui. sa nanny. Et puis ensuite, on fera un petit comparatif avec le prix des sacs qu'il y a en arrière-plan parce que vraiment, quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts, les amis, vous n'êtes vraiment pas prêts, hein. En bout de sac à main, combien elle la Oui, c'est ça. fait normal. Je vais parler de mon cas, j'ai une nanny, ça Ce qui est bien, c'est qu'elle dit c'est normal. Tu sais, à Dubaï. Oui, c'est normal à Dubaï. Dubaï est un pays organisé avec une surcitoyenneté des gens de Dubaï, voilà, et des gens riches, assis sur un travail domestique violent de serviteurs qui, alors ça évolue, mais qui historiquement avait un statut presque d'esclave, n'avait pas les mêmes libertés, devait être attaché à quelqu'un, à une vraie personne. Enfin, vraiment, on était sous presque l'antiquité en termes de rapports sociaux. Donc oui, la normalité de Dubaï, c'est pas un argument en fait. C'est comme si tu disais, moi, je m'appelle Chris de Position Revue, j'ai une particule. Chez nous, ça a toujours été normal d'avoir des gens de maison. Voilà, tu sais, genre l'argument féodal, quoi. Bah non, c'est pas. Voilà, on s'est battu pour l'abolir, quoi.
C'est ça. Alors surtout qu'elle dit que c'est pas dans notre culture en France et tout, ce qui est faux, hein, en fait, dans les familles nobles pendant longtemps, puis de la grande bourgeoisie et tout, avoir des personnes qui sont à temps plein à ton domicile pour faire le travail domestique, c'était extrêmement fréquent. Il y avait même, enfin voilà, le terme de nourrice vient du fait que les femmes prolétaires qui travaillaient pour les bourgeoises allaitaient leurs enfants, parfois au détriment de leurs propres enfants, parce que pour pouvoir allaiter, il faut que vous ayez accouché à un moment. Vous pouvez pas produire du lait spontanément. Alors dans certains cas précis, mais bref, on va pas rentrer dans ces détails-là. Globalement, si vous voulez allaiter, il faut avoir accouché. Et c'est la stimulation hormonale et tout qui fait une montée de lait. Et ensuite, l'allaitement, ça peut s'adapter. C'est-à-dire que au tout départ de votre allaitement, votre lactation, elle va s'adapter au nombre d'enfants que vous avez. Et on peut allaiter 2 enfants en même temps, voire même parfois 3. Alors, vous pouvez pas en allaiter 50. Hein. Enfin, voilà, il y a quand même des limites physiologiques au corps. Mais l'allaitement peut un peu s'adapter. Et du coup, les nourrices étaient appelées nourrices parce qu'elles donnaient le sein aux enfants des bourgeoises. Et en fait, même si on peut allaiter plusieurs enfants en même temps, ce qui se passait dans ces temps-là, c'était que l'enfant qui était privilégié, l'enfant qui était nourri en premier, c'était l'enfant des bourgeois qui employait ces femmes. Et donc, le lait qui restait pour l'enfant de ces femmes, c'était le lait qui restait et parfois, c'était pas suffisant. Et donc, il y avait plein de bébés qui mouraient de malnutrition par manque d'accès au lait de leur mère qui était bu par l'enfant de bourgeois de la famille qui employait leur mère. Enfin, vous imaginez le délire. Et c'est des choses qu'on voit si vous voyez ces représentations, notamment des États-Unis, de la période esclavagiste des États-Unis. Vous voyez des photos de femmes de maisons noires qui allaitent les enfants blancs de leurs propriétaires au détriment de leurs propres enfants. Bref, c'est de là que vient le terme de nourrice. Et c'est, je veux dire, en termes de niveau de violence, d'utilisation des corps et de la force de travail domestique de ces femmes au détriment de leur propre famille et de leurs propres enfants, c'est terrifiant, quoi. Et donc, je te rassure, Yassou, qu'en fait, ça fait tout à fait partie de notre culture. Hein. C'est très ancien. Et vous voyez même dans les appartements parisiens, vous savez, il y a ces fameux tout petits appartements à l'étage, ce qu'on appelle les chambres de bonne, hein, littéralement, portent bien leur nom, parce que c'était des endroits où on logeait les domestiques suffisamment loin de la vue des bourgeois pour pas les avoir sous le nez tout le temps, parce que quand même c'est désagréable, quoi, mais suffisamment près pour pouvoir être corvéable à merci, disponible en permanence, etc. Complètement, et c'est intéressant ce que tu disais. En plus, tu avais ce qu'on appelle les couloirs de service, les appartements haussmanniens. Tu sais, tu avais les pièces des bourgeois où tu vivais devant les fenêtres et tu vivais sans fenêtre avec une lucarne soit à l'étage ou sans fenêtre dans les services, c'est-à-dire le long des murs, à l'intérieur des cours. Enfin, vraiment, c'est des vies recluses, quoi, à part. Revenir à ça, c'est vraiment la très grande aristocratie ou la très grande bourgeoisie. Elle appelle ça la normalité. Ça te dit quelque chose sur ce qu'est Dubaï. Et je rappelle un truc, ne nous faites pas un procès en mode ethnocentrisme. Hein. Dubaï est un pays né de l'impérialisme tout à fait récent. Je veux dire, c'est pas un pays traditionnel. Voilà, c'est vraiment un pays tout à fait occidental. On l'a déjà dit, hein, le monde est occidental. Peut-être vous pouvez avoir une tradition sur l'Iran, etc., qui est un très vieux pays, mais Dubaï est un pays factice de l'impérialisme occidental, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, etc. Il n'y a absolument rien d'historique ou de traditionnel chez eux. Donc, cette idée même que ce serait ethnocentré de faire la critique de Dubaï, non, on est vraiment dans la pure occidentalité périphérique. Voilà, il y a le centre occidental, c'est d'où on parle nous, et là on parle de la périphérie occidentale. Les deux sont autant occidentales l'un que l'autre, hein. C'est juste une question de situation géographique. Ça fait bientôt 3 ans, donc c'est la seule que j'ai eue et ça a été le coup de cœur. Donc, On dirait une émission de Stéphane Plaza sur l'immobilier, c'est le coup de cœur. Vraiment, t'as vraiment toute la condescendance, tu sais. Là, on est dans, Scarlett O'Hara. T'as parlé tout à l'heure des femmes sous l'Amérique coloniale et esclavagiste. C'est Scarlett O'Hara dans Autant on emporte le vent, tu sais, qui est très gentille avec, pour ceux qui ont vu le film, qui est très gentil avec les esclaves, etc. Enfin, mais alors que ce sont des esclaves, quoi. Voilà. elle est vraiment rentrée dans mon cœur et elle fait partie de la famille. Elle vient du Ouganda. Donc, elle vient du Ouganda. Donc déjà, hop, elle vient pas de Dubaï. C'était sûr. Là, c'était pré-shot. Elle vient d'Afrique. Voilà, donc, elle est déjà dans ce qu'on a appelé tout à l'heure le fémonationalisme. Elle est de la périphérie de la périphérie. Là, tu vois, vous voyez, il y a le centre. Puis, il y a la périphérie de Dubaï où il y a ce qu'on appelle une bourgeoisie comprador, voilà, vraiment avec une très grosse bourgeoisie. Puis il y a la périphérie des périphéries, là c'est vraiment l'Afrique où on extrait des matières premières, des ressources et surtout de la force de travail qu'on va violenter le plus possible, voilà, et qu'on va rattacher
à un mode extrêmement archaïque de domesticité, c'est-à-dire l'entretien domestique, le personnel de maison, etc. L'Ouganda, un pays, enfin voilà, tout le monde connaît peut-être un peu l'histoire, notamment d'Amin Dada, hein, qui était le dictateur ougandais qui a été au pouvoir en Ouganda dans les années 70. Un pays avec une histoire extrêmement violente, brutale, une histoire coloniale bien sûr, comme l'immense majorité des pays d'Afrique. Puis ensuite, des turpitudes politiques absolument atroces. Un pays qui a aussi beaucoup de matières premières, hein, l'Ouganda, qui sont bien sûr spoliées par les puissances capitalistes. Bref, un pays avec une histoire extrêmement dure, extrêmement violente, et donc avec des personnes qui vivent dans ce pays qui sont parmi les plus désexploitées à l'échelle mondiale. Hein. C'est des pays où on fait des matières premières qui coûtent très peu cher et qui sont extrêmement problématiques à produire, notamment le charbon de bois. Tu sais que pour vos barbecues, c'est dégueulasse à produire le charbon de bois. Il faut faire cramer des trucs en plein air, rejeter du CO2. Et on fabrique ça là-bas parce que sinon, quand vous fabriquez un barbecue avec du charbon de bois, vous n'avez pas envie de cramer 20 € en charbon de bois. Et ça a un coût et c'est fabriqué en Ouganda là-bas. Il y a le dernier roi d'Écosse, si vous connaissez, qui parle de l'Ouganda et d'Amin Dada. Un peu dur à voir. Ouais, un très beau film. Avec Forest Whitaker. Du coup, et c'est sa mère qui s'en occupe. Et elle est venue ici pour travailler. Qui dit travail, dit gagner de l'argent, subvenir aux besoins de ses enfants, payer leurs études pour qu'ils puissent étudier. Vous savez, dans la vie... Donc ne pas les voir, du coup. C'est genre la violence du truc. Vous avez vu, hein, elle a expliqué. Donc elle a des enfants qui sont restés en Ouganda. C'est sa propre mère qui s'en occupe, donc leur grand-mère. Et elle est à temps plein chez cette meuf. J'imagine extrêmement bien payée, on va savoir bientôt combien elle est payée, à temps plein chez cette meuf pour faire tout son travail domestique et s'occuper de ses mônes. Mais ça va, elle fait partie de la famille et puis quand même, ça lui permet de payer les études de ses enfants. Hein, donc on peut dire merci à Yasouk de lui offrir cette chance incroyable. Et la folie, c'est de ne pas voir la dissymétrie en fait. C'est-à-dire de elle être avec ses enfants sans avoir à faire les tâches qu'elle considère les moins reluisantes, changer les couches, etc. Pendant que quelqu'un ne peut pas voir ses enfants pour les faire à sa place. C'est vraiment la violence absolue. C'est-à-dire que tu as même des fois, si tu veux reprendre sur, tu sais, dans l'esclavage classique, la communauté, alors ça restait de l'esclavage et donc à la fin les enfants devenaient esclaves, mais tu avais quand même des familles d'esclaves qui s'occupaient aussi de leurs propres enfants. Là, ils sont même extirpés de leur propre famille et le seul rapport qu'ils ont à eux, ça va être de leur envoyer de l'argent pour qu'ils puissent justement ne pas faire le travail ultra dévalorisant, ultra attaché à un seigneur, parce que là on est dans la seigneurie, elle leur paye des études. Et ça c'est vraiment la violence, c'est de dire dans le monde périphérique, hein, pour ceux qui méprisent un petit peu, faire des études c'est aussi un moyen de ne pas devenir nanny pour des influenceuses de Dubaï. Voilà le rapport concret. C'est aussi pour ça que le centre impérialiste fabrique des écoles, essaye d'extirper certains enfants là-dessus. Et souvent, les parents les plus violentés ne veulent pas ça pour leurs enfants, donc leur payent des études au prix de ne jamais les voir. C'est une violence absolue. Et tout ça, c'est l'économie de la domesticité dont parle Sarah Faris dans le fémonationalisme. Il y a des tartuffes sur Internet qui parlent de Sarah Faris et qui ne l'ont pas lu, qui parlent simplement de, c'est soi-disant sur qui serait le fémonationalisme, simplement le fait de mettre en avant les droits LGBT, les droits des homosexuels, etc. Et que ça, ce serait un problème, ce serait un moyen de violenter les pays. Non, ça n'est pas que ça. Le livre de Sarah Faris explique que c'est d'abord une économie politique. C'est en ça qu'elle est très, très, très marxiste. Elle fait partie de ces dernières générations de féministes marxistes qui ont pensé le travail domestique à l'échelle mondiale. Et le blabla qu'on vous raconte sur Faris, elle serait contre les droits LGBT parce que ça pourrait être instrumentalisé, etc., c'est du mensonge absolu. Carrément, et vraiment, lisez le bouquin, il est excellent. Il n'y a pas de sous-métier. Moi, par exemple, je paye ma nanny 3000 dirhams, ça fait 700 € je crois. 700 balles ? Alors 700 vous trouvez ça €? comment 700 €, sachant que la meuf est sur place H24, dort sur place, etc. Alors malheureusement, elle va pas nous donner son temps de travail hebdomadaire. On va pas savoir si, par exemple, elle a le droit à du temps pour elle 2 jours par semaine ou c'est Yasouk qui s'occupe de faire les lessives. On va pas savoir tout ça. Par contre, regardez un petit peu en arrière-plan. Je vous avais dit qu'on allait revenir sur ces sacs à main. Alors, je suis pas une grande experte des sacs de luxe pour tout vous dire, car voilà, c'est pas ma passion, mais je connais un petit peu.
Je pourrais balancer des dossiers sur Zoé, sur ses dépenses, mais c'est pas les sacs. Non, par contre, me mettre de la crème, ça j'aime bien, j'avoue. Mais voilà. Mais moi, je le fais à 22h une fois que j'ai couché mes gosses parce que je n'ai pas de nanny à la maison pour faire ça. Donc, vous voyez là, tout au fond, là, les sacs qu'il y a. Alors, il y en a une belle partie là. C'est des sacs d'une marque qui s'appelle Hermès. Hermès, c'est une marque de luxe française parmi les plus chères qui soient. Et alors, je vous avoue, comme je suis pas experte, j'ai du mal à reconnaître les modèles. Mais en gros, il y a des modèles très connus qui s'appellent des Kelly et des Birkin, où les prix vont, on va dire, alors ça va dépendre du type de cuir, etc., mais entre 10 et 50 000 euros la pièce. Ah oui, quand même. Voilà. Et là, si vous comptez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, bref, vous avez, je sais pas, des centaines d'années de salaire de nanny, rien que sur ce qu'il y a sur son mur derrière elle. C'est ça. Voilà. Prenons un sac à 20 000, on va faire la moyenne entre 10 et 50 000. Zoé, allez, à 30 000 pour vraiment faire la moyenne entre 10 et 50. Donc cette nanny est payée 700 €. Donc on est sur 40 mois de salaire de nanny pour un sac. Donc c'est plutôt rentable. Est-ce que du coup, elle est prête à changer de nanny ou changer de sac plus facilement? Et là, comme ça, on pourra mesurer son coup de cœur et son attachement. On se moque, mais c'est vraiment la fétichisation de la marchandise. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte qu'elle paye plus cher un sac, 40 mois de salaire de nanny, donc à peine 4 ans, mais voilà, qu'un sac, une personne humaine. Et vous voyez le niveau de la marchandise. Elle considère qu'un sac vaut plus que 4 ans de marchandises, travail pour être avec ses enfants, pour les faire manger, pour sûrement les sortir, pour changer les couches s'ils sont jeunes, etc. Et là, vraiment, on est dans la folie absolue. Et c'est ça où, là, moi, je vais critiquer ce qui était dit. Moi, je vais lui donner raison. C'est pas de l'esclavage. C'est pas non plus de l'exploitation, parce que l'exploitation, moi je considère que c'est un fait capitaliste, c'est-à-dire c'est le fait de faire fructifier quelque chose quand on exploite la terre ou quand on exploite de la force de travail, c'est-à-dire de fabriquer de la plus-value avec. Par contre, c'est un effet du capitalisme et de l'accumulation. C'est-à-dire que l'accumulation capitaliste permet à certains d'accumuler tellement qu'ils peuvent se reproduire eux-mêmes en payant de la marchandise travail à la place, eux, de faire eux-mêmes les choses. Et ça, c'est vraiment un effet de la stratification de la division du travail par la propriété et l'accumulation du capital. Donc, moi, je vais dire, cette personne-là n'exploite pas, mais elle profite de son surstatut de capitaliste et d'accumulateur de capital bourgeois, voilà, pour justement se libérer de certaines tâches du quotidien, domestique, etc. Et c'est quelque chose d'assez fondamental parce que si vous utilisez le caractère d'esclavage, et là elle est indignée, ou le caractère d'exploitation, ça ne va pas recouvrir quelque chose. Parce que si vous dites elle l'exploite, non, l'exploitation ce serait que, par exemple, qui exploite des nannies, c'est par exemple, sinon on monte une entreprise de prestations, de conciergerie, ça se fait beaucoup ça à Dubaï, etc. Ou nous on a des salariés dans l'entreprise, et puis avec notre entreprise, notre capital, on a des salariés nannies, et puis nous en tant que propriétaires du capital social de la boîte, on se fait une plus-value. Voilà. Là, pour eux, c'est de la pure dépense. Mais cette pure dépense est permise par une accumulation d'argent, de monnaie et de statut de bourgeois que le capitalisme permet. Et que, en fait, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a pu étendre cette accumulation de capital sur autant de gens sur la planète pour ensuite salarier, rendre au service par la monnaie, par l'argent, le fait de faire toutes les tâches subalternes par rapport à l'oisiveté totale que permet le capitalisme. Donc ça, c'est vraiment important de sortir de cette idée de c'est de l'esclavage ou c'est de l'exploitation. Non, penser que c'est de l'esclavage, c'est encore rester dans une analogie, en fait, même s'il y en a un d'esclavage moderne. Et il y en a qui sont vraiment de l'esclavage. Il y a vraiment des nannies qui sont esclaves, notamment à Dubaï, mais même en France, etc. Des gens qui, s'ils veulent partir, on leur permet pas. On les violente, on menace leurs enfants, etc. Mais c'est resté dans une dynamique de pensée, comme un ancien mode de production. Le capitalisme, pareil, c'est de considérer que c'est de l'exploitation, c'est considérer tout sous l'angle du capitalisme. C'est pas vrai, en fait. Cette personne ne l'exploite pas. Par contre, elle la subalternise, elle l'emploie par sa position préférentielle d'accumulation de capital. Et ça, dans le communisme, ça n'est pas permis parce que, et c'est là où on va faire tout un tas de travaux là-dessus sur le fait de faire disparaître la monnaie, parce qu'on ne peut pas accumuler d'argent, de monnaie dans le communisme. Voilà, c'est quelque chose de fondamental. Donc on ne peut pas subalterniser quelqu'un par un rapport différentiel de monnaie. Chacun doit mettre la main à la pâte dans les choses. Et la libération ne se fait pas par gagner de l'argent pour gagner du temps, c'est distribuer le maximum de travail à tout le monde pour que tout le monde gagne du temps et accès à la totale production. Donc ça, c'est vraiment l'effet même de la division du travail, du capitalisme et de l'accumulation
de valeur d'échange et de monnaie qui permet ça, qui n'est pas de l'exploitation, mais qui est quand même un rapport de hiérarchie et de subalternisation extrêmement violent. Voilà. Je sais pas si je suis clair, j'ai fait un petit peu un monologue, mais c'est vraiment important de bien utiliser les bonnes catégories. Voilà. Et je vais juste finir là-dessus. Pensez de se dire, mais en fait, vous utilisez des gens. Voilà. Plutôt que exploiter. Et vous vous rendez compte quand vous dites, vous utilisez des gens. Moi, je trouve que c'est encore plus violent qu'exploiter quelque part. Tu vois, c'est vraiment, il y a le côté, c'est un outil, quoi, l'utilisation. Et ben, ces personnes-là, les riches, utilisent des gens. Voilà. La violence est inouïe, tu vois. Quand tu dis au début de la vidéo, elle est là, elle se met de la crème. Vous avez vu, moi, je suis pas contre les gens qui se mettent de la crème. Oh Mais non. vraiment, on voit, tu vois, tout ce temps qu'elle peut se libérer, tout cet argent dont elle dispose pour utiliser des objets extrêmement chers pour les exposer, pour en vivre d'ailleurs, parce que tu vois, son train de vie est aussi sa vitrine qui fait que des gens la suivent et donc elle peut monétiser son image, etc., etc. Tout ce temps qui est libéré, parce qu'en fait, du coup, comme il y a une femme qui se tape tout le travail de merde à la maison, et ben elle, en fait, elle peut passer du temps avec ses enfants uniquement pour partager un moment de jeu, etc. Et puis tout ce qui consiste en leur faire à bouffer, les laver, nanana, les emmener à l'école et tout ça, ben, il y a quelqu'un qui le fait à sa place. Quand tu sais que la femme qui fait ça est payée 700 balles et que c'est une meuf qui est coupée de ses propres gosses, enfin, vraiment, l'image est tellement violente. Je pense sincèrement que cette meuf n'a pas compris la violence des réactions que ça a suscité et qu'elle pense que c'est des gens qui, culturellement, ne comprennent pas ce que c'est qu'une nanny. Elle est vraiment, tu sais, mais c'est Ouais, mais elle c'est est dans le c'est fétichisme. la Mm. bourgeoisie la plus crasse, quoi. Mm. Bref. Ben, moi, je pense qu'elle est sincère. Elle ne Oui. comprend pas, et souvent, en plus, les influenceurs et tout, c'est souvent des nouveaux riches, qui sont encore moins critiques de cet espace-là, en fait. Voilà, mais elle est Ça. vraiment dans le fétichisme de la marchandise, de se dire, mais ça se fait, donc c'est normal. Puis moi, je le mérite, mon argent, je l'ai pas volé. J'ai Pour les, travaillé. pour les influenceurs à Dubaï, en général, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais Elle a plus volé que Bernard Arnault, hein, tu vois. ah Enfin, non, mais on est d'accord. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de scams et d'arnaques aussi. Ah bah oui, oui, donc, voilà. oui, de vente, de dropshipping et tout ça. C'est ça, ouais. Pour elle, c'est la normalité, surtout dans un pays qui pratique ça de manière extrêmement... Voilà. En France, ça reste quand même quelque chose de... Tu vois, enfin, pour moi, je le vois, quand tu commences à dire j'ai une femme de ménage, tu rentres quand même dans un rapport de... Enfin, moi, j'ai un truc que je ferais jamais de ma vie, tu vois. Enfin, c'est impossible, tu vois. Moi, voilà, je connais des gens qui ont une femme... Et pour moi, tu as un saut qualitatif de... Ah ouais, d'accord, tu vas payer quelqu'un pour nettoyer chez toi, tu vois. Enfin, t'as toujours un jugement là-dessus en France, moi, ce que je considère très très sain. Hein. Mais elle se dit, bah, à Dubaï, c'est un mode de vie effectivement féodal, extrêmement normal. Donc, pour elle, de son point de vue, c'est impossible à critiquer. Et encore une fois, tu vois, sur le fait d'avoir quelqu'un, une aide ménagère, tu vois, on va pas les appeler pareil d'ailleurs quand c'est pour des raisons, tu vois, de santé ou de machin, ou quand c'est que tu te payes quelqu'un dont tu uses pour qu'il fasse le ménage chez toi. Tu as plein de cas dans lesquels il faudrait qu'on puisse se relayer collectivement pour aller aider les gens à faire le ménage chez eux. Des gens qui ont des handicaps, des gens qui viennent, tu vois, de se blesser, qui ont la jambe dans le plâtre, des gens qui viennent d'accoucher. On parlait des situations juste après avoir accouché, avoir donné naissance avec un bébé qui se réveille beaucoup la nuit, etc. La fatigue de l'accouchement et tout ça. Bah, tout ça, c'est des situations où ça se justifie d'aider les uns les autres à faire le ménage dans leur maison, dans leur logement et tout ça. Mais pas ceux qui ont de la thune payent ceux qui n'ont pas de thune pour aller faire le ménage. Ceux qui ont besoin ont l'aide de tous les autres pour C'est faire ça. le ménage. Clairement, le fait d'avoir de l'argent vous permet de subalterniser quelqu'un, d'utiliser quelqu'un, je pense qu'il faut qu'on reste là-dessus, d'utiliser quelqu'un, alors que vous n'en avez pas besoin. Et souvent, des gens qui en ont le besoin n'ont pas les moyens pour l'utiliser. Voilà, et n'ont pas cette entraide. Et donc c'est ça le capitalisme, c'est vraiment un monde qui régit la hiérarchie par l'accumulation de valeurs d'échange. Et cette valeur d'échange vous rend tout disponible, pas cher, accessible quand vous en avez beaucoup, et vous empêche tout quand vous en avez peu. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'argent, c'est pas simplement la propriété lucrative, souvent quand on définit le capitalisme, c'est pour le reste et la majorité des gens, c'est aussi un moyen de discriminer l'accès à la consommation totale. Quand vous donnez 1 000 € à quelqu'un par rapport à donner 3 000 € à quelqu'un, en fait, vous dites, toi, tu peux consommer 3 fois plus que la personne qui a 1 000 €. Tu as le droit de consommer 3 fois plus que la personne qui a 1 000 €, ou tu as le droit de consommer des trucs que lui ne consommera jamais parce que tu as 3 fois plus de valeur. Et donc, tu peux à la fin utiliser des gens pour ne pas faire ce que tu détestais faire chez toi. Voilà. Et ça, c'est vraiment une violence sociale. Une violence sociale. Et c'est un très bon salaire.
sachant qu'elle est nourrie, logée, blanchie, elle ne sort aucun argent. Tout l'argent qu'elle Alors, gagne, elle l'envoie au Ouganda. Et je peux alors, est-ce que c'est toi, Yassou, qui lui fait son lit, qui nettoie son linge et qui lui fait la bouffe? Elle se nourrit, elle se blanchit. Ouais. Pardon. Non, mais Alors peut-être peut-être que. c'est toi qui lâches la thune pour qu'elle aille faire les courses, mais bon, tranquille sur le fait que c'est toi qui la nourris et qui la blanchit, ce n'est pas le cas. C'est ça. C'est toujours pareil. Si tu le faisais pas, elle viendrait pas. C'est pas un cadeau que tu lui fais. Je rappelle, Marx a montré ça, à la fin, les prix se moyennisent autour de la valeur, justement parce que ils ont une efficience réelle, concrète, quoi. Tu peux pas choisir n'importe quel prix, n'importe comment. Tu peux pas dire à un gars, moi j'ai fait une usine, je vous paye que 200 euros, venez travailler dedans. Bah non, en fait, il y a un équilibre social, il y a un niveau normal de taux de reproduction de la force de travail qui tourne autour du SMIC en France et qui fait que des gens se déplacent. Si vous le ramenez à 300 balles demain, les gens ils vont pas se déplacer, quoi. Je peux vous dire que 700 euros là-bas, c'est juste énorme. Donc Ah ouais. arrêtez de parler. Ah ouais, 700 euros en Ouganda, ça doit être vraiment, t'es millionnaire, quoi. C'est genre, elle se satisfait d'elle-même. Mais j'aimerais bien ce qu'elle appelle énorme. Et donc, si en Ouganda, le taux de survie de pouvoir faire des études, c'est 700 euros, admettons, il faudrait regarder le salaire moyen en Ouganda, mais je pense qu'on doit être autour de peut-être 200 euros, un truc comme ça, 300 euros peut-être. J'aimerais bien comment elle considère sa fortune à elle, tu vois, à côté, quoi. J'aimerais bien qu'elle nous en parle. Parler d'esclavage alors que ces gens-là, ils vivent très très bien, ils sont très bien payés et ils peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants. Pareil pour quand je vais faire mes courses, un jour j'ai snappé parce que vous savez quand vous allez faire vos courses ici, il y a quelqu'un qui range vos courses dans le sac genre. Les gens ils sont choqués. Non mais j'ai snappé. En plus la meuf elle a un Snapchat, regardez, j'ai des gens qui rangent mes courses, quoi. La violence de fou, quoi. Alors ça, c'est pas simplement à Dubaï, hein. Aujourd'hui, les anglo-saxons, notamment les Britanniques au Royaume-Uni et en Allemagne, voilà, ont décidé de tellement défoncer leur système social, la retraite, le chômage et tout, que maintenant il y a des petits vieux. Vous irez voir, si vous allez en Angleterre, il y a des petits vieux qui, dans les magasins, sont là à l'entrée pour pouvoir porter vos sacs. C'est-à-dire des gens qui ont moins de force que vous et qui sont là pour pouvoir porter vos sacs et vous demander si c'est possible qu'ils puissent justement les remplir à votre place pour pouvoir soit cotiser un petit peu, soit avoir une petite pièce, etc. Enfin, c'est juste un monde ignoble qu'on est en train de fabriquer, voilà. Mais Chris, arrête. Enfin, je veux dire, c'est une chance pour ces gens de pouvoir porter des sacs pour pouvoir manger après. Toi, tu vois pas ça, mais Yasuka l'a vu. Ils ont beaucoup de chance, ces gens. Ça leur fait du travail. Ça crée de l'emploi. Non, Bah oui, Chris. Mais pourquoi ils rangent tes courses, tu peux pas le faire toi-même, et c'est de l'esclavage, et t'as pas honte, et nanani, et Dubaï c'est le pays. Alors moi, je vais être honnête, les gens qui voient ça et qui lui disent ça, continuez, quoi. Franchement, Ah oui. mais continuez de bully des gens qui vous montrent Ah, mais qu'ils c'est utilisent des gens avec leur argent. Enfin, c'est juste inadmissible, quoi. Ils transforment des gens en marchandises. N'ayez pas honte de faire ça, hein. Et, Tu sais, enfin, c'est la- souvent, ces mêmes influenceurs, ils disent des trucs du genre, ouais, de toute façon, la France, on n'aime pas la réussite, on n'aime pas l'argent. Il n'y a pas que les influenceurs qui disent ça. Toute la classe bourgeoise dit ça, hein. Ah ouais, mais en France, quand même, dès qu'on dit qu'on gagne 40 000 euros par mois, les gens s'énervent, nanana. Les gens, dès qu'on porte des marques ostentatoires très chères, les gens s'énervent et tout. Et j'ai envie de dire, mais quelle fierté! Quelle C'est ça. fierté Quel beau pays. d'être dans ce pays. Oui, quel beau pays, parce que désolé, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore le cerveau littéralement pourri jusqu'à l'os, comme les États-Unis, et qui sont là, ah, bah, de toute façon, si t'as 50 000 euros par mois alors qu'il y a des mecs qui crèvent la dalle en bas de chez toi, c'est que tu l'as mérité. C'est bon, hein. En France, on déteste les gens qui font de l'argent parce qu'on a encore trop de conscience de comment ils le font. Voilà, C'est ça. Donc les riches, on la voit votre fortune et Mhm. on a su y répondre à d'autres périodes de l'histoire. C'est ces mêmes gens-là qui se plaignent qu'il n'y a plus de travail parce que tout est remplacé bien par sûr. les robots. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont tellement heureux et tellement reconnus. Alors moi, je suis team robot. Ah oui, nous on est team robot ici. Nous on veut pouvoir diminuer le nombre de travail humain nécessaire pour qu'on puisse tous vivre tous ensemble, notamment les tâches pénibles, si on peut les remplacer par des machines, etc., qui les font à la place des gens plutôt que les gens se tuent le corps à le faire. Pour que ces gens, par exemple, tu vois ces gens qui mettent tes courses dans les sacs, dans les magasins, peut-être que le temps qu'ils passent à faire ça, ils pourraient le passer avec leurs enfants, par exemple, ou ils pourraient le passer à se mettre de la crème sur le visage, peut-être, tu vois. Sauf que eux, ils n'ont pas ce temps. Et donc, s'il y a globalement beaucoup moins de travail à faire, Yasouk, en fait, on va pouvoir se répartir le travail qui reste. Toi, Yasouk, tu vas prendre un petit tour. Tu vas prendre ton Ouais. petit tour, toi, hein. Tu vas porter aller des le courses faire. de temps en temps. Voilà, tu vois, pour les gens, par exemple, je sais pas, qui ont des handicaps, etc., qui sont très âgés, qui peuvent pas porter leurs
courses, il faut quand même des gens qui portent leurs courses. Mais Yassouk, tu vas prendre ton tour, tu vas faire 3 heures par semaine, aller porter les courses des vieilles dames pour pouvoir les aider à rentrer chez elles. Alors moi, je sais pas, tu as l'air en forme comme ça, peut-être que tu as un handicap et tout qui t'empêche de faire ça. Si c'est pas porter les courses, ça peut être par exemple répondre au téléphone pour des gens qui ont besoin de conseils sur comment on fait ses papiers administratifs, etc. Enfin, je sais pas, tu vois, tu dois savoir faire des trucs, Yassouk, je pense. Donc, Moi, je pense tu qu'elle vas est pleine de pouvoir. ressources, Yasuke. Moi, je pense que tu vas pouvoir aider. On va te trouver une place dans la société communiste. T'inquiète. Et c'est vraiment intéressant ça, parce que justement, cette idée même de reprise de ah ouais, mais la robotique, c'est vraiment une idée de riche, la robotique, ça va tuer de l'emploi. C'est rarement les gens qui pensent à leur propre emploi. Moi, je suis désolé, mais tuer l'emploi de caissière, ça me pose aucun problème. Je veux dire, le niveau de TMS, les horaires qu'on fait quand on est caissière, c'est horrible. Personne ne veut être caissière, personne ne trouve que caissière c'est bien, personne ne veut que leurs enfants soient caissières. Le problème, c'est que quand on supprime ce travail-là, ça ne profite pas aux caissières. Ça devrait profiter en premier lieu aux personnes qui sont en caisse. C'est-à-dire de pouvoir faire des métiers un petit peu moins rébarbatifs, un petit peu moins violents pour leur corps, etc. Non, ce qui va se passer, c'est que on va les virer au nom du profit, au nom du capitalisme, et elles vont se retrouver au chômage. Et donc, on a une collusion avec la bourgeoisie qui veut dire « Ah, mais tu te rends compte, on va te violenter ton corps, te donner un salaire de merde, t'obliger des horaires pourris. Mais ça pourrait être pire, Zoé. Tu pourrais être au chômage ou voire même ne rien avoir, tu vois, être en fin de droit et tout. Donc, regardez comme nous, la bourgeoisie, on est sympa, et c'est ce qu'elle essaie de dire, comme nous, on fabrique de l'emploi pour ces gens-là. Non, c'est toi qui vas aller faire la caisse, tu vois, Bernard Arnault, ou les gens, là, Papin, là, qui est devenu maintenant ministre, voilà, qui était à Système U. Mettez les bourgeois 15 jours à faire les tâches qu'ils demandent à leurs nannies ou à leurs subalternes ou à leurs salariés, etc. C'est-à-dire soit des gens qu'ils exploitent, soit des gens qu'ils esclavagisent, soit des gens qu'ils utilisent. Voilà, rapport direct, symbolique quand c'est de l'esclavage, rapport capitaliste quand c'est de l'exploitation, rapport d'achat de services quand c'est de l'utilisation. Voilà. Et ben mettez les 15 jours à faire ça, vous allez voir qu'ils vont, si on leur laisse le choix, ils vont trouver tout de suite leur argent à investir pour ne plus le faire. Hein. Tu vois, si on leur dit, bah voilà, t'as de l'argent, on te met en caisse et avec tout ton argent, t'essayes de soit acheter une machine, machin, ils vont remplacer. Voilà, parce que c'est violent. Donc supprimer ça, moi, il n'y a pas de problème. Comme on a supprimé des tâches domestiques, enfin, Zoé, toi, tu trouves pas un peu abusé qu'on n'aille pas au lavoir communal Ouais, pour laver c'est vrai. son linge Il y a maintenant qu'il y plus a de les machines? lavandière. Il y a plus de lavandière à Ça- cause des machines à laver. C'est vrai qu'avant, les meufs, elles y passaient des heures par jour à se tuer le dos, à frotter le linge comme ça. Alors que maintenant, on met le linge dans une machine, on appuie sur un bouton. C'est nul. Ouais. C'est vraiment un gros problème pour l'humanité. Qu'en penses-tu, Yassouk? C'est ça. Donc non, il faut le tuer, mais par contre, il faut tuer ça, gagner du temps, tuer des tâches pénibles, associer à des gens qu'on racise, parce que on n'a pas parlé là, mais Ouganda, niveau de racisme entre voilà, Dubaï et l'Ouganda, voilà. Énorme négrophobie. Hein. Voilà, et le fémonationalisme dont on a parlé, le niveau de racisation qu'on a, nous, des tâches subalternes, on parlait des gens qui ont des personnels de maison en France, c'est souvent des gens tamouls, pakistanais, bengalis, etc. Donc, on crée tout ce rapport-là, et en disant, mais en fait, on crée de l'emploi parce que sinon, ce serait pire. Non, ce qu'on voudrait, c'est justement tuer ça pour le partager à tout le monde. Et effectivement, demain, tuer des emplois de caissière, c'est permettre que cette tâche-là soit facile pour tout le monde, accessible pour tout le monde, et non pas accessible pour certains qui vont faire leurs courses tranquilles et d'autres qui seront au chômage parce qu'on aura tué leur emploi. Et donc cette collusion avec la bourgeoisie, il faut toujours vraiment le rappeler, la bourgeoisie ne sert à rien si ce n'est à vous exploiter, à vous violenter, à vous utiliser. Jamais elle ne fait quelque chose dans l'intérêt d'un sujet autre qu'elle-même. Connaissant de travailler, de pouvoir envoyer de l'argent au pays. Et comme je vous ai dit encore une fois, il n'y a pas de sous-métier. Et ce qui me fait rire, c'est que c'est ces mêmes gens. Il n'y a pas de sous-métier, ça c'est vraiment la phrase de gens qui ne veulent pas faire ce métier. Ah, il n'y a pas de sous-métier, mais moi je le ferai jamais. Hein. Ça, c'est vraiment la honte. Ça, c'est une phrase de Yankee. Hein. En général, les gens qui disent ça, même par exemple pour la prostitution, c'est des gens qui ne le pratiquent pas, mais qui payent pour avoir le service. Hein. Donc, il n'y a pas de sous-métier, c'est vraiment la phrase de client, de types qui utilisent un service, mais qui ne le produisent pas. Hein. Et c'est quel niveau de chosification des gens de penser Mm. que quand on critique le fait que ces tâches qui sont des tâches indispensables et difficiles à faire soient faites toujours par les mêmes personnes, qui le font beaucoup trop longtemps dans leur vie, beaucoup trop longtemps sur leur temps, dans la journée, dans la semaine, et qui vont avoir des corps abîmés, des esprits abîmés, qui peuvent plus voir leurs enfants, etc. C'est quel niveau de chosification de penser que si on critique ça, c'est qu'on critique la personne qui fait ça. Enfin, c'est soit complètement stupide, soit profondément malhonnête, quoi. C'est dégueulasse. Et Yassouk, encore une fois, s'il n'y a pas de sous-tâche, s'il n'y a pas de sous-métier, occupe-toi de tes mômes. Exactement.
Voilà que quand ils partent en vacances, par exemple, au Maroc, parce que vous savez, en général, au Maroc, quand vous voulez une maison, il y a la cuisinière, il y a la femme de ménage. Ah là, vous êtes vraiment content et vous criez pas l'esclavage, hein. Dites-moi en commentaire. Ah non, c'est Alors, la je même. sais pas. Oui, non. Non, pareil. Alors moi, moi, je pars pas en vacances très loin en général. Je suis jamais allée au Maroc, mais moi, premier degré, j'ai pas du tout envie d'aller dans un endroit où il y a une cuisinière qui me fait la bouffe dans la maison. Enfin, je sais pas. Non, je rappelle, Zoé n'a pas un ethos aristocratique et encore moins bourgeois, hein. C'est vraiment genre. Zoé, c'est la pire meuf pour ça. Vous arrivez dans le Riad au Maroc. Bon, déjà, il y a Jack Lang et Cohn-Bendit. Bon, déjà, elle les émascule. Et puis ensuite, elle dit à la cuisinière: Non, mais laissez, moi, je vais le cuire, les brochettes, là. Allez, profitez de la Bah ouais, piscine. Ouais, ça, carrément. c'est ma Pose-toi, Zoé. camarade. Enfin bon, bref, c'est mon cauchemar en vrai de me retrouver Ah dans un ouais. truc comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, ça me fait rire quand je vois ces personnes-là critiquer qu'on a des nannies, que c'est une honte, alors que je suis sûre que si ils auraient les moyens, ben, ils en auraient. Et voilà, Oui, et puis la alors l'argument normalité. de si tu pouvais te comporter comme un gros riche qui utilise et exploite d'autres gens, tu le ferais. Ben oui, mais ce n'est pas. En fait, c'est pour ça que nous voulons qu'il n'y ait pas de riches, Yasouk. Voilà, tout simplement. On veut que personne ne se retrouve dans ta situation parce que effectivement, nous, on ne pense pas à la politique en se disant il faut que chacun soit gentil au fond de son cœur, en fait. Et quand il est dans une position où il peut exploiter, user des autres, etc., ben en fait, il faut qu'il prenne la décision individuelle, que malgré sa position qui lui permet de le faire, il choisit de ne pas le faire. Ben non, en fait, il faut organiser des sociétés où ce n'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Et tu vois, plus largement, ça pose un peu la question parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a commencé à parler un peu de comment on organise le travail dans une société communiste. On en a parlé notamment dans la capsule où on parle du JDG, si vous voulez aller la voir. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir sur ce fameux travail domestique et comment on fait déjà pour dégenrer ces tâches-là, parce que pour l'instant, elles incombent encore énormément aux femmes et tout ça. Et puis pour mieux les répartir, parce que je vous parlais du postpartum, mais en fait, on manque de prise en charge collective de ces trucs-là. On manque d'entraide, on manque de collectif. Le soin porté aux enfants devrait être un truc qui se pense. Pour l'instant, on ne pense les choses que où c'est soit la famille nucléaire, papa, maman, et souvent maman, qui s'en occupe, éventuellement un peu les grands-parents et tout ça, soit c'est des professionnels qui doivent s'en occuper. Tu vois, soit on marchandise ce truc-là. Et en fait, on pourrait vraiment penser des systèmes où ce sont des tâches collectives qu'on fait en collectif. En plus, pour s'occuper des enfants, par exemple, c'est bien de pouvoir souffler parfois. Être H24 à s'occuper de ses enfants, même si c'est ses enfants qu'on aime de tout son cœur et tout, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Et c'est aussi comme ça, on le sait, hein, enfin, je veux dire, dans les premiers mois de vie, tu connais des fameuses histoires des bébés secoués. Hein, c'est ces enfants qui sont secoués par leurs parents, souvent leur mère d'ailleurs. Et comme ils sont tout petits et très fragiles et tout, ça peut causer des dommages gravissimes, notamment au niveau cérébral. On a étudié en fait que les femmes qui se retrouvent à secouer leur bébé, souvent, ce sont des femmes qui sont épuisées. Elles ne veulent pas faire de mal à leur bébé. Mais en fait, elles sont très seules, elles sont épuisées. Parfois, elles sont en dépression postnatale, c'est pas dépisté, c'est pas pris en charge, etc. Et en fait, elles finissent par péter les plombs parce que quand tu as un bébé qui tète toutes les 40 minutes la nuit depuis 4 mois, que ça fait 4 mois que tu n'as pas pu dormir plus de 30 minutes d'affilée et que, grosso modo, tu es toute seule à la maison, personne t'aide, tu sais pas faire, etc. Mais c'est l'enfer. Et c'est vraiment des questions à se poser au niveau collectif. Quand tu vois les droitards te parler de réarmement démographique, comme a dit Macron, tu vois, s'inquiéter du fait que le taux de natalité baisse en France et tout ça. J'ai eu une discussion il y a pas longtemps, et on va conclure là-dessus, avec une camarade que j'ai rencontrée à une manif. Je la salue si elle regarde, parce que je sais qu'elle regarde assez souvent. On a parlé de féminisme et on a parlé notamment de parentalité et de maternité, parce que comme moi, elle est militante communiste et comme moi, elle a des enfants. Et elle me disait que dans les luttes féministes actuelles, il y a cet enjeu du droit des femmes à ne pas avoir d'enfants, qui est un enjeu majeur, tu vois, de donner la possibilité aux femmes de ne pas avoir d'enfants si elles ne veulent pas avoir d'enfants. Mais elle disait qu'on ne parle pas assez du fait qu'on ne donne pas non plus la possibilité aux femmes d'en avoir si elles en ont envie. Et elle donnait son exemple en disant, moi j'ai 2 enfants, j'adorerais en avoir d'autres. Mais le fait est que mes conditions matérielles concrètes de parentalité et particulièrement de maternité, si je fais un 3e enfant, je pète un câble parce que j'ai trop de travail domestique, parce que articuler mes congés maternité avec ma reprise du travail alors que mon bébé est tout petit, etc., c'est trop dur parce que les logements sont trop petits, parce que mon conjoint n'a pas le temps, parce que j'ai pas suffisamment de soutien familial, etc. En plus, dans un contexte, ça peut concerner d'autres personnes, mais dans un contexte où tu as émigré et où donc ta famille, en fait, elle est restée dans ton pays d'origine et donc tu peux te retrouver très seule.
seule, tu vois, face à ton enfant, aux difficultés que tu peux rencontrer et tout. C'est une vraie question d'aller poser ces trucs-là. La solution ne peut pas être pour les 2% de femmes les plus riches, on va pouvoir aller utiliser et ou exploiter des femmes pauvres pour faire ces boulots-là. C'est un vrai truc à penser en collectif et c'est un sujet vraiment profond. On en a déjà parlé sur la chaîne. On a aussi parlé de parentalité dans une capsule que je vous conseille parce que j'en suis assez fière. C'est une capsule qu'on a faite avec Badu sur Virginie Vota, une femme anciennement militante d'extrême droite qui, en faisant l'expérience de la parentalité et du mariage, change totalement d'avis sur le féminisme et se met à se dire qu'en fait, ça sert peut-être pas à rien. Bref, on reparlera vraiment de ces sujets qui sont des sujets majeurs, très importants, qui touchent à des choses fondamentales de notre organisation sociale. Moi, cette vidéo, honnêtement, je le dis, m'effraie. La candeur de cette femme m'effraie parce que je sais qu'elle n'est pas mal intentionnée comme elle fait ça. Et là, vraiment, on voit l'enfer de la fausse conscience bourgeoise insupportable. Il faut organiser des sociétés où ce n'est juste pas possible de faire ça et où les femmes ougandaises peuvent élever leurs enfants dans de bonnes conditions, en gagnant suffisamment leur vie, en pouvant rester auprès d'eux, aidés par d'autres pour s'en occuper comme partout, quoi. Et donc mettre fin au capitalisme et à l'impérialisme, c'est du gros boulot, évidemment, les copains. Mais écoutez, on va s'y atteler chaque jour. Ah oui, complètement. Ce qu'on voit, c'est que l'argent, quand on dit le temps, c'est de l'argent, c'est vraiment la meilleure expression de la fausse conscience bourgeoise. L'argent permet de libérer de tout, juste certains. Le communisme, c'est se libérer tous du plus compliqué. Et donc participer tous un petit peu à tout. Voilà. Et le capitalisme et sa monnaie permettent de libérer d'absolument tout, de ne faire rien du tout pour seulement certains. Et ben non, il faut qu'on se libère des choses les pires tous ensemble. Et c'est ça la tâche du communisme. Bien sûr. Bon, les amis, sur ce, il me reste à vous rappeler que samedi prochain, le 6 décembre, avec Chris, nous sommes à Chambéry pour faire des conférences. Une conférence où je serai accompagnée d'une autre personne qui portera sur la santé. On va parler de transformation du système de soins. On va parler de comment penser un système de santé révolutionnaire, n'est-ce pas? Une deuxième conférence où je serai un petit peu là, mais surtout Chris et une personne de Chambéry, où on va parler stratégie électorale, stratégie politique, radicalisation de l'électorat. On va prendre en exemple la ville de Chambéry. Comme vous le savez actuellement, il y a une campagne municipale qui est en cours. Figurez-vous, je vous le dis, que nous allons inviter le graphique à Chambéry et que le Saint Graphique va s'occuper de la ville. Chambéry va être graphiquaide. Si vous voulez nous rejoindre là-bas, nous n'avons pas encore la salle, mais on vous la mettra bientôt. Vous pourrez nous suivre notamment sur nos réseaux et on l'annoncera. Ça sera en fin d'après-midi, début de soirée à Chambéry, samedi 6 décembre. Vous pouvez également participer à la levée de fonds qu'on fait pour Position Revue, refonder tout le site de la revue, passer les chroniques de l'exploitation en podcast, mettre le Saint Graphique, le magnifique, sur le site de la revue, préparer un gros événement pour 2026, l'édition d'un numéro papier, bref, plein d'autres choses incroyables. Pour ça, nous avons besoin de vous. La campagne de financement marche super bien, on vous remercie beaucoup et on remercie ceux qui donneront. Vous pouvez financer toute l'asso sur notre Tipeee. Les Tipeee de Position et de l'asso, vous les trouverez en barre de description. Vous pouvez aller sur nos réseaux Insta, Twitter, les chaînes perso. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, salut. À plus, salut. Salam.